À plus, à plus, à plus, à plus. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement dans certains parkings Central Park. Tu connais? Écoute, je prends une claque là. Moi, je connaissais pas. Éblouissant. Franchement. Waouh! Oh, quelle puissance! Je cherche depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'il a voulu exprimer, mais c'est très fort. C'est lumineux, il y a une Très profondeur, une... Très fort. Ah, Stéphane, salut. T'as vu ça? Vous faites quoi là? Vous faites quoi? Qu'est-ce que t'en Mais penses? le tableau là, il est exceptionnel. Non mais vous plaisantez ou quoi? Hein? Mais c'est juste un mur les gars. Générique. Bienvenue chez vous, c'est parti et on est encore ici au musée, on n'a pas bougé. Le musée est fermé juste pour nous et pour nos chroniqueurs qui sont autour de cette table. Comment ça va Audrey Nataf? Très bien, j'ai changé de côté pour voir justement l'autre partie L'autre du partie musée. des œuvres. Voilà, vous êtes en face du Kandinsky là. Je vois. Sympa. Delphine Bodbol. Eh bien, très bien. Ouais. Toujours là aussi. C'est une peinture, c'est carrément une peinture que vous avez mis sur vous. Ah bah oui, il fallait que je mette un peu de couleur, C'est très beau. un peu de gaieté pour être assorti. Magnifique. Grégory Weitz, maître Grégory Weitz. Mais bonjour Je Stéphane. suis ravi de vous avoir pour la première fois sur ce plateau. Merci, moi aussi. c'est Avocat, agréable. et on va parler voilà, de choses très intéressantes. C'est des informations pratiques ici. C'est aussi un peu le but de l'émission. Bienvenue chez vous. Et docteur Lara, évidemment, sujet tout trouvé. Vous l'avez en tête, Bien sûr, comme d'habitude. bien sûr, j'ai préparé. J'ai hâte. Sans fiche, c'est quand même le seul chroniqueur sans fiche ici. Non, avec Grégory aussi d'ailleurs. On a hâte de retrouver votre chronique dans un instant, juste après celle de Audrey Nataf. J'adore votre sujet d'aujourd'hui. Vous savez, dans les familles juives, il y a souvent des malentendus, des problématiques qui durent des années et des années. On ne sait pas dire, on ne sait pas s'excuser, par exemple. C'est un peu le sujet de votre chronique. Exactement. Alors je ne savais pas qu'en faisant mon alliage, j'allais faire une spécialité là-dessus, mais effectivement, il y a beaucoup de conflits familiaux et il y a quand même une particularité, c'est que ça traîne. Et alors, quand même, s'il y a un truc avec le temps, parce que c'est vrai que plus on attend, plus ça peut dégénérer, et puis ça prend des proportions, et puis après, il est même pas venu s'excuser, on n'est même plus sur la faute, c'est sur la gestion de l'après. Il y a quand même 2-3 petits trucs à voir avec ça. Pour la plupart des gens, aller s'excuser, c'est quand même hyper violent. C'est hyper violent. Aller s'excuser, un coup, quoi. bah ouais, et puis surtout, s'excuser, c'est quoi? C'est dire j'ai tort, tu as raison, je suis vilain, je suis en faute, Alors que c'est vrai, on peut passer un petit peu à côté d'excuses juste parce que c'est trop difficile de supporter le côté autoflagellation. Et c'est vrai que c'est violent de devoir aller s'excuser, c'est difficile, il y a plein de gens qui n'y arrivent jamais. Et donc le sujet est avec le docteur Lara, vous allez voir après, il va justement peut-être vous en parler. Je sais pas ce que vous avez tous les deux aujourd'hui. Je suis très concentré, j'ai beaucoup travaillé. Effectivement, non, c'est parce qu'effectivement, si on a du mal à s'excuser, c'est parce qu'il y a une image peut-être de soi qui est un peu fragile, et aller dire qu'on a tort ou qu'on peut être quelque chose qui s'apparente à la faiblesse. Bon, tout ça pour dire quoi? Pour dire que de toute façon, le fait d'aller s'excuser juste pour aller s'excuser comme ça, si on ne le ressent pas, ça sert à rien. Et c'est violent que pour soi et ça ne servira pas à la situation. Donc je voulais juste redonner 2-3 petits trucs. Dans une situation conflictuelle, c'est-à-dire tonton Bébert, il a oublié d'inviter Tata Flecha à la bat mitzvah il y a 40 ans, alors forcément maintenant c'est la bat mitzvah de l'anniversaire de la sœur de la cousine, on va pas l'inviter ou alors on va le mettre à la table de machin. Bon, on peut sortir de tout ça assez facilement parce qu'au final, on peut reconnaître que certainement quelque part, il y a toujours une bonne intention derrière. Toujours. Et si on se connecte à cette bonne intention, finalement on peut réussir à retrouver un lien ou en tout cas un petit peu d'empathie. Donc, ce que je peux conseiller, c'est de se dire qu'on évite d'aller s'excuser si c'est pour employer les excuses débiles de « Non, mais si je t'ai blessé, je suis vraiment désolée, je pensais pas, je voulais pas du tout, c'était pas mon intention. » Alors, le « si je t'ai blessé », qui est en fait une excuse un peu planquée où on est en train de remettre la faute sur l'autre. Moi, je voulais rien faire de mal, tout ce que j'ai dit, c'était très bien. C'est toi, ta réaction qui est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave, si je l'ai fait quand même, je m'excuse. Ça, non, ça sert à rien de le faire. Et deuxième truc, c'est le côté aussi l'intention. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Franchement, c'est vrai, on s'en fiche que l'intention ait été bonne. À un moment donné, il faut reconnaître que par rapport à l'autre, on a fait ou on a dit quelque chose qui a heurté quelqu'un. Et ça, c'est douloureux. Mais si on prend le temps, avant d'aller s'excuser, de se dire « Mais pourquoi j'ai fait ça ? Quel besoin
j'ai nourri à ce moment-là. Peut-être que je l'ai mis dans cette table-là parce qu'en fait, je savais qu'il était fâché avec Bidule et j'avais pas d'autre option. Et du coup, si on reconnaît que c'était pas pour qu'on n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est plus facile d'aller s'excuser. Vous avez une question ? Non, peut-être le docteur. Bon, alors aujourd'hui c'est ma fête, j'ai compris. Ah bah c'est... Non, j'ai pas écouté, j'étais en train de penser à autre chose. Il Il faut bien que je me venge aussi. Hein. Mais de quoi ? Mais- C'est ça la question. Non, je plaisante. Mais c'est important ça aussi. On se S'excuser. venge si on s'excuse pas. D'accord. Excusez-vous déjà. Non, pardon. Mais non, Pardon si je vous ai blessé. c'est pas ton intention. C'est vrai que s'excuser, il y a l'orgueil, c'est vrai, et il y a la reconnaissance de la douleur qu'on a fait à l'autre, c'est vrai, et il y a aussi quelque chose que racontent beaucoup les patients, c'est la prise de risque. C'est-à-dire, est-ce qu'il va accepter ? Et est-ce que je vais me retrouver seul avec ça Parce je qu'on fais n'est un pas pas tout vers seul. l'autre. On n'est pas tout seul, c'est deux, quoi. Non, puis l'autre, il est pas Il faut sûr bien une d'accepter. écoute. Voilà, Exactement. c'est ça que souvent On les n'est pas obligé de patients pardonner. voient. On peut avoir quelqu'un qui te présente ses excuses et puis que ce soit pas accueilli, que ce soit pas réceptionné. C'est vrai. Et là, ce que je leur réponds souvent, c'est que ce qui compte, c'est que eux, ça leur fasse déjà du bien, c'est-à-dire que eux, ils soient droits dans leurs bottes et que ça leur permette après de fonctionner de façon plus sereine. Au moins, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais est-ce Peut-être que j'ai fait une faute. Maintenant qu'elle est faite, je vais essayer de la réparer. Et si elle n'est pas réparable, j'en suis désolé, mais au moins, j'ai été jusqu'au bout de mon mouvement. Mais est-ce que c'est toujours possible pour quelqu'un de reconnaître qu'il a fait quelque chose de mal ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en sont incapables ? Bien sûr, Ah bien ouais. sûr qu'il y a plein de gens qui en sont incapables. Il y a des choses qui sont finalement peut-être tellement graves dans ce qu'on a fait que si on s'en rend compte, ça a quelque chose de dépressogène. Par exemple, quand je vois des familles avec des parents de plus grands, d'adolescents, etc., c'est souvent très difficile pour eux de se remettre en question sur des éléments parce que ça fait des années que c'est comme ça, parce que ça a abîmé l'enfant et que du coup, s'ils s'en rendent compte, c'est déjà tard pour le changer. Quelque part, le mal est fait et il n'y a plus qu'à culpabiliser et se déprimer. Et du coup, très souvent, et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de crises avec les adolescents, c'est que les parents aussi sont en crise avec les adolescents. Les parents aussi, c'est un peu tard pour eux pour se remettre en question. Ouais. Et donc, ils repoussent ça. Alors que les parents d'enfants tout petits, ils viennent avec une culpabilité débordante, très excessive, mais prêts à changer plein de choses, prêts à modifier, à dire peut-être que là, j'ai fait des erreurs, etc. Parce que tout se joue encore. Alors qu'après, c'est plus compliqué. Alors qu'on voit bien, pourtant, même si c'est en ça que c'est important quand même de faire cette route-là, même si au départ c'est seul, sans affronter l'autre, pourquoi c'est important ? Parce que même si on a été pendant des années dans une relation difficile avec quelqu'un, qu'on a fait du mal sans le vouloir, etc., il n'est jamais trop tard pour recréer ce lien. Et la seule question à se poser, et c'est la seule que j'invite à tout le monde à avoir en tête, c'est est-ce que en gros, mon ego passe avant la relation à l'autre. Si mon objectif et mon intention, c'est vraiment de garder le lien et d'avoir un lien, il y a toujours une route. Il y a toujours une route. Et c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard, même après des drames ou des choses très graves qui ne sont pas forcément pardonnables, il n'est jamais trop tard d'aller se dire, pourquoi pas, se mettre en empathie avec la peine de l'autre, juste pour reprendre du lien. Alors, juste une chose, parce que ça c'est très important en psychiatrie, c'est sur le narcissisme. C'est-à-dire que celui qui est capable de demander pardon, c'est celui qui a l'ego de la meilleure qualité. Par exemple, les paranoïaques sont des gens qui n'ont jamais tort, tout le monde a toujours tort, c'est toujours la faute de l'autre, et c'est des gens qui ont ce qu'on appelle une hypertrophie du moi, c'est-à-dire ils ont une sorte de mégalomanie, mais défensive. Qui t'a inventé en fait, même l'autre il m'a regardé comme ça. Oui, donc, absolument. Voilà, c'est ça qu'il faut... C'est tout pour ne pas être coupable, parce que finalement, je suis au fond tellement fragile que si en plus je me rajoute une faute, alors je m'effondrerai complètement. Et donc ce sont souvent les gens qui ont le narcissisme de la meilleure puissance, de la meilleure qualité, qui peuvent s'excuser parce que, ok, je peux prendre ce coup-là. D'ailleurs, on voit les tout petits, souvent ils ont beaucoup de mal à s'excuser, c'est toujours la faute des autres, etc. Puis quand on grandit, c'est un peu plus facile. Merci beaucoup Audrey Nataf, et avec une chronique à 4 mains. Bah ouais, c'est pas mal ça aussi, on en fera d'autres. Une chronique à 2 bouches, c'est bien, c'est une première ça, dans ton émission. Grégory Non, mais dans le droit, il y a la médiation aujourd'hui. La justice réparatrice. C'est un petit peu le même principe. En fin de compte, quand on amène deux personnes ensemble à une table, et que si le médiateur est bon, qu'il essaie de faire comprendre en fait, à la partie adverse
qu'est-ce qui a fait mal à l'autre partie qui l'a causé à la signer ou à autre, généralement, c'est là que se résout la majorité des conflits au tribunal. C'est en médiation aujourd'hui. Il y a la justice réparatrice dont on peut parler quand même, c'est hyper intéressant. Et notamment, ça a été installé dans des villages atroces au Brésil où il y a des meurtres continus, où on peut faire choisir à des personnes, est-ce que vous voulez être jugé par la justice normale ou la justice réparatrice, qui est réglée sous forme de médiation avec la CNV, la communication non violente, où on va les amener avec plusieurs séances et assez longtemps, il faut que tout le monde soit d'accord, pour trouver à l'intérieur le moment où ils vont réussir à toucher cet endroit où ils vont reconnaître profondément, et du coup, l'autre est réparé en fait, et la réparation se fait. Il y en a qui ont dit, comme ça, qui se sont excusés devant vous, les uns... Je ne sais pas s'ils sont excusés, je ne me souviens pas, mais ce que je me souviens, c'est qu'il y a des gens qui ont compris, ils ont compris le mal qu'ils ont fait à quelqu'un d'autre, ou comment est-ce que quelqu'un d'autre a pu interpréter leurs actions. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a plus besoin des mots. Quand on sent que l'autre a touché cet endroit-là, on s'en fiche après qu'il aille s'excuser avec les mots. On le sent, ça suffit en fait. L'excuse, elle est pas dans les termes qu'on va employer ou dans la forme qu'on va mettre. On le voit bien avec les politiques, où l'excuse publique devient un sport complètement absurde et ridicule. L'excuse, elle est dedans et elle est d'abord à l'intérieur. Quelque part, la rencontre, elle sert à rien. Merci, donc j'ai bien compris, on ne doit pas attendre Kippour pour s'excuser. Mais non, c'est ça, hein. mais non. Et puis plus on résume attend, la situation. Vraiment, c'est trop dommage. Merci beaucoup Audrey Nataf. Delphine Wattebol, c'est à vous. Bon sujet aussi là. Delphine, nutritionniste toujours, Exact. au centre médical de Neuilly-Sédec toujours. Oui, toujours. Et alors c'est intéressant parce qu'on va vous relier toujours ça un peu à l'art. Plus ou moins, on est dans un musée quand même. Voilà. Quels sont les gros changements alimentaires qu'on observe depuis l'Australopithèque? Voilà, alors c'est l'Australopithèque, c'est très loin. Il y a des millions d'années. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir en fait ce que les changements alimentaires ont créé sur la morphologie, par exemple, sur la digestion, sur même le développement de notre intelligence. Alors l'Australopithèque, au départ, c'est Lucie, c'est la plus connue, elle était végétarienne. Ensuite, on a eu vers le Paléolithique le chasseur-cueilleur qui a commencé à aller chasser le gibier. Et donc, on a déjà un profil un peu musclé. Voilà, le chasseur de Stéphane, exactement. Et à la fin de cette ère, en fait, ça va plus vite. N'empêche que quand on chassait, on se dépensait beaucoup plus. Ouais. Bah oui. Et, Vous voulez dire quoi? Il y a un truc à dire sur le moment? Non, pas du tout. C'est bien, ça se maintient. À la fin de cette période paléolithique, on a commencé à cuire en fait le gibier, ce qu'on ne faisait pas avant parce qu'il y a des problèmes digestifs terribles. Et en fait, la cuisson des protéines a permis de libérer les acides aminés, et on a vu que la boîte crânienne en fait augmentait en volume. Donc c'est vraiment là où on a commencé à développer plus son intelligence, puisque la boîte gagnait en volume. Ensuite, on a eu le cultivateur qui, un peu flemmard, a commencé à faire ses élevages autour de lui, cultiver ses céréales, l'orge, le blé. Et le problème qu'il a eu, d'abord, c'est qu'il allait moins chasser, donc il était plus sédentaire. Les céréales, blé, orge, il s'est tapé des caries, parce que c'était très sucré. Et en plus, comme il était à côté des animaux d'élevage, il a eu pas mal de parasites. Donc ça n'a pas été une période, je dirais, très propice à une bonne santé. Vous retrouvez dans quelle période, là, en ce moment, là, docteur Lara? Paléo ou Non, j'attends la période de... La révolution industrielle, voilà. C'est ça. Lui, ça lui convient beaucoup plus. Si elle me en vanne, général. je reprends mes fiches. Non. Elle a eu vraiment peur. Tellement. Alors, on en est où? Il me stresse, il veut tout le temps me les... Alors, la J'ai révolution... du mal à voir quelqu'un de Des vrais si gamins, c'est pas sérieux possible. et de si obsessionnel, si sérieux à côté de c'est moi. comme ça. Moi, j'ai Voilà, pas fait ça mes sera le sujet de la devoirs. Non, mais en prochaine fait, émission, c'est ça lui donne les envie excessifs. d'être encore plus insolent, en fait. Exactement. Je sais. Tu sais, elle me fait penser aux élèves qui ne nous laissaient pas copier. Qui mettaient le classeur entre les deux. Qui mettait le coude comme ça, qui prêtait pas l'effaceur. Il y a un peu de ça. Mais bon, Voilà, je savais. oui. Alors, c'est les La néagrammes, là. révolution industrielle, si on peut être sérieux un peu, alors c'est une révolution qui était cette fois-ci très positive, parce qu'on a eu la réfrigération et on a eu les conserves. Donc là, ça a permis d'enrayer les disettes Ah oui. et surtout, on a eu une diminution du taux de mortalité parce qu'on a conservé plus longtemps et de façon plus hygiénique les aliments. Donc c'était le début de la révolution industrielle au 18e, 19e siècle, c'était vraiment très positif. C'est après que ça a été moins positif.
Alors, l'alimentation peut-elle révéler des secrets sur la vie de nos ancêtres? Ben oui. Par exemple, la première chose, c'est un révélateur d'inégalité sociale. Les paysans mangeaient du pain noir, l'élite mangeait du pain blanc. Les paysans buvaient du vin très rouge, pas assez, je dirais, raffiné. Les aristocrates prenaient du vin blanc. Seuls les paysans mangeaient en fait des racines. Donc tout ça, on l'a vu dans les fossiles, par exemple, des récipients en argile qu'ils avaient. Donc on a pu retracer les différences entre niveau social. Mais l'alimentation aussi, elle variait en fonction de l'endroit où on se situait. Par exemple, les paysans se levaient et prenaient une soupe. En ville, donc pas à la campagne, en ville, eh bien, on avait déjà le café au lait. Donc là aussi, en fonction de l'habitation. En fait, là, c'est génial parce que pour le coup, c'est l'inverse de la discrimination sociale, quoi. Ouais. Le pain noir, aujourd'hui, c'est les paysans qui étaient vraiment favorisés au niveau alimentaire. Exactement. Et aujourd'hui, on revient vraiment à cette nourriture traditionnelle. Sauf que là, c'est l'inverse pour le coup. Parce que c'est l'élite aujourd'hui qui mange le pain noir. Exact. Exactement. Le kousmim, là, comment on avait ça, le kousmim? Non, c'est le pain à l'épeautre. L'épeautre, le pain à l'épeautre. Le pain à l'épeautre, au spelt. L'épeautre, c'est très... En hébreu, Oui, hip. c'est très... Très hip. Je sais pas comment on dit. Oui, parce que je vais vous expliquer un peu pourquoi. Il nous cherche en même temps. Oui. Alors, Et en Delphine. même temps, juste dernière chose, Oui. par exemple, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que les moines étaient végétariens. Donc en fait, il y a eu certaines croyances religieuses qu'on a reliées. La spiritualité, globalement, va quand même assez bien avec la fiche. Alors, donc, on en est sur le problème de l'alimentation actuelle. Voilà. Elle a encore beaucoup de trucs écrits. Hein. On a pour encore 45 minutes. Ouais. Oui, mais écoutez bien, Tout le monde. pas du tout. L'émission de Alors, 2h13. l'alimentation actuelle, comme d'habitude, trois gros fléaux, le sucre, Oui. le gras et le sel. Tous les trucs sympas. Tous les trucs sympas. Alors, par exemple, l'hérésie dans cette industrialisation en fait, de l'alimentation, c'est l'armée américaine qui l'a développé avec un sandwich qui s'appelle le Battle Butty. C'est un sandwich en fait que les soldats américains prenaient avec eux et qui pouvait se conserver 2 ans. Mais non. Sans rassir, si, parce que c'est les conservateurs, voilà. C'est tous les émulsionnants, les conservateurs, les aromatisants qu'on a mis en place dans cette révolution industrielle. Et en fait, ils mettaient de la limaille de fer dans l'emballage des sandwichs. Ça absorbait l'oxygène et du coup, le sandwich, il restait bien moelleux pendant 2 ans. Donc voilà ce qu'on peut faire avec l'industrialisation. Un petit point sur certains aromatisants édulcorants comme le glutamate qu'on trouve beaucoup, qui créent des migraines et des palpitations. Alors la levure, avec le levain, puisque on m'a dit, alors le levain c'est important. Oui, le levain c'est en fait une levure naturelle qui va fermenter doucement, donc qui est plus digeste. Et évidemment, comme on veut fabriquer vite et mal, eh ben, on a remplacé ça par de la levure chimique. Et faire du volume pour que les gens soient contents. Et qui va très vite. Comme ça, on peut avoir le pain facilement. Alors, la nourriture du futur, rapidement. Ah bon, alors j'enlève le blanc, Si, je voulais parler des antibiotiques aussi. Très important, juste à titre préventif, les animaux, en fait, on leur donne plein d'antibiotiques et c'est un vrai souci de société parce qu'on a créé des bactéries super résistantes. Du coup, via la chaîne alimentaire, à l'hôpital, eh ben, on a beaucoup de malades qui ne répondent plus aux antibiotiques. Voilà. Alors, Dernier mot, vraiment en amont. Aussi, les enfants. Regardez les étiquettes des biscuits, parce qu'aujourd'hui, on ne voit plus farine, œuf, sucre, eau. On voit acide citrique, ammonium bicarbonate, sirop de maïs. Donc il faut une vraie usine chimique maintenant pour fabriquer ces biscuits. Donc regardez bien les étiquettes pour essayer de trouver vraiment des produits que vous avez dans la cuisine. Avec le moins de E possible, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Delphine. celle du futur, l'alimentation. On fera dans le futur. Vous avez vu, future elle veut émission. caser sa fiche. Non, parce qu'il y a les insectes. Voilà. Parce que on va se nourrir On va d'insectes. La cachère, de toute façon, ça passe pas sur On va garder celle du futur pour le futur. D'accord, allez. D'accord. Vous nous gardez pour la prochaine, parce qu'on est vraiment très en retard. Mais je voulais vraiment accueillir Maître Grégory Weitz une deuxième fois. On dit Weitz, hein, comme ça. Weitz. Oui, bah, c'est un ashkenaz, quoi. Ashkenaz, Weitz. Voilà. Avocat à Tel Aviv. Voilà, vous avez des spécialités dans la fiscalité, les successions. Et alors, c'est intéressant ce sujet des successions. Vous voulez nous en parler aujourd'hui? Les successions en Israël, comment ça fonctionne? C'est voilà, une vraie info pratique. Bah, c'est assez morbide, mais il faut en parler de temps en temps. Voilà, donc, Comment convient-on de l'identité d'un défunt concernant ses biens en Israël? en fait, l'identité du défunt est convenue selon le droit d'application dans son pays de résidence le jour de son décès. Donc, quelqu'un vient à décéder, ce qui se passe en fin de compte, c'est on regarde c'était quoi son pays de résidence le jour où il est parti, et on va appliquer en fait ce droit-là dans le pays dans lequel se trouve le bien. Donc, on parle de gens qui ont des biens dans plusieurs pays dans le monde.
à titre indicatif, un Français qui a un bien ici en Israël mais qui vient décéder en France parce qu'il est résident français, le droit israélien va devoir appliquer le droit français en Israël. C'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Donc il y a des experts en droit français, en droit belge, en droit suisse, en droit portugais, ce qu'on veut, qui existent en Israël et qui donnent des expertises en fait au tribunal. Et le tribunal ne fait généralement qu'appliquer l'expertise en question et décrit et convient de qui sont les héritiers de ce même défunt. D'accord. Depuis août 2015, il serait possible de modifier ce principe par voie testamentaire. Exact. Alors, il y a eu un très très grand changement dans le monde successoral. En fait, dorénavant, une personne qui est binationale aura le droit de définir dans un testament quel droit appliquer sur toute sa succession, peu importe, c'est énorme. Peu importe dans le monde. En fait, c'est un peu le cas Johnny Hallyday, c'est un peu ce qu'il y a eu récemment et qui a fait beaucoup de bruit. En fait, il a défini qu'il voulait que le droit américain s'applique sur toute sa succession, et c'est ce qui s'est un petit peu passé. Et donc aujourd'hui, ça permet à des gens de pouvoir planifier de manière beaucoup plus intéressante leur succession, de ne pas être limité à un droit ou à un autre et de pouvoir choisir un petit peu. Et de mourir où ils veulent, en fait, comme ça. Et de mourir où ils veulent aussi, oui. Tout à fait, exactement. Et de manière pratique, ça se passe comment ? En fait, il faut on fait un testament. En Israël, il y a plusieurs possibilités de faire un testament. En Israël, le droit israélien permet aussi de faire ce qu'on veut un petit peu au niveau successoral. Il n'y a pas de part réservataire, il n'y a pas de limitation quelconque. Donc chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Il faut convenir dans un testament de manière claire et nette qu'on veut que tel ou tel droit soit appliqué. Et de ce fait, il sera appliqué à 100% et les desiderata du défunt seront respectés. Attends, je peux avoir une question ? Oui, bien sûr. Si vous avez un testament, Ouais. quelle est l'importance de la loi de tel ou tel pays ? Il y a un testament, on applique ce qu'il y a dans le testament ? Bah non. C'est ça le grand changement. En fait, tous ceux qui ont d'ailleurs fait des testaments avant août 2015, ce serait bien de les revoir parce qu'ils sont peut-être plus valables. Surtout s'ils sont morts. Donc l'histoire du testament, oh là là, l'histoire du testament en fonction du pays, en fait, quelque part, il faut le faire seulement si on a une double nationalité. Alors, on peut le faire seulement, sinon c'est pas possible. La loi ne le permet pas. C'est-à-dire que seulement les binationaux peuvent se permettre de choisir le droit qu'ils veulent appliquer. D'éliminer vos parents assez rapidement. Je suis étonné qu'elle soit aussi intéressée. Non mais sérieusement quand même. Il vous doit bien ça, parce que vous l'avez fait tout à l'heure. Je l'ai fait psychiquement, inutile de le faire à d'autres mesures. Alors, il y a donc a priori d'énormes avantages fiscaux. Pas spécialement parce que on parle au niveau civil surtout, c'est-à-dire au niveau du mode de répartition, pas spécialement au niveau fiscal, mais il est clair qu'à partir du moment où quelqu'un peut se permettre de choisir le droit qui va être appliqué, il pourra faire des modifications, commencer un petit peu à jouer, à donner peut-être plus à un enfant qui habite à l'étranger et donc qui paiera moins de taxes qu'un enfant qui habite dans un autre pays dans lequel il paiera plus de taxes. C'est des problèmes de riches, quoi, c'est ça ? Oui et non, parce qu'il suffit d'avoir un petit patrimoine, éviter de payer un peu de taxes dessus, ça peut être sympathique aussi. Et un dernier conseil peut-être aux téléspectateurs ? Tous ceux qui ont fait testament avant août 2015, de revérifier à nouveau pour être sûr qu'il est encore valable. Ils sont en vie, évidemment. Exactement, bien évidemment. Merci beaucoup, maître Grégory Weitz, avocat à Tel Aviv. Merci encore, merci à vous, merci beaucoup pour votre superbe chronique, docteur Lara. Vous pouvez dire aux gens que vous m'avez prévenu à la dernière minute pour venir. Je peux le dire aussi. Je sais pas, mais... Merci beaucoup, merci à vous. On se retrouve dans un instant avec d'autres chroniqueurs pour la suite de Bienvenue chez vous. À tout de suite. Épargnez sans y penser avec votre carte de crédit Discount. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Anatel, bonjour. Bonjour, c'est encore moi. Oui, Nicole, comment allez-vous? Vous avez réussi à changer les piles de la télécommande? Oui, la télécommande marche, ça va. Mais il y a un autre problème, c'est le chauffage que je n'arrive pas à faire fonctionner. Parce que tout est en hébreu. D'accord, ok. Alors vous allez prendre la télécommande du Masgan. Anatel, éternellement à votre écoute. Et tant mieux si ça vous fait chaud au cœur. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Les Français en Israël? Il est toujours possible de comprendre ce qu'il se passe en Israël, sans pourtant connaître l'hébreu. Un falafel, c'est un falafel. Du houmous, c'est du houmous. Un taxi, c'est un taxi. Des matkot, c'est des matkot. Sababa, c'est sababa. Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël, c'est une autre affaire. Nous, à la Banque Discount, on vous comprend. C'est pour cela que la Banque Discount vous propose des succursales avec des banquiers francophones qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires.
La Banque Discount, une banque à votre écoute. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement dans certains parkings Central Park. Deuxième partie de cette émission, bienvenue chez vous, spécial art, musée. On est ravis d'être ici dans ce musée d'art de Tel Aviv avec nos chroniqueurs et nos invités qui reviennent. Philippe Cohen, comment ça va? Très bien. Vous êtes revenu, c'est super. Parfait. Content. Yoann Halimi, ça va? Stéphane, super, Ah, très bien. ça Comme change- la dernière ça, le fois. cinéma, quand même. Ah ouais, c'est. On change un peu. Mais c'est un super décor. Ouais. Ouais. Youssef Marek. Bonjour Stéphane, comment Bonjour, ça va? Vous Très êtes bien. habitué, vous, des musées Ouais. Surtout en famille. En famille. En famille. Très bien de venir en famille. En famille. Ça va, Audrey Nataf? Très bien. Ouais. C'est pas anodin en fait de faire ça dans un musée, Stéphane Calvo. Je me suis renseignée. Vous n'aviez C'est-à-dire pas une émission, vous, d'art sur Europe 1 à l'époque? C'est vrai. J'avais une émission qui s'appelle Armania et je recevais des collectionneurs comme Philippe et on parlait d'une heure de la collection d'art. D'ailleurs, on va parler là maintenant de collection aussi. Allez. De collection, de marché de l'art. On fera aussi les chroniques des uns des autres. D'ailleurs, qui veut commencer? C'est libre choix aujourd'hui. On fait de l'artistique aujourd'hui. On se lance sans savoir, c'est l'inconnu c'est total. l'artistique, On crée en live. On fait de la performance. On fait de la performance. Mais d'abord, je voudrais dire un mot quand même, rappeler à ceux qui ne connaissent pas Philippe Cohen, collectionneur d'art contemporain pendant 25 ans. Aujourd'hui, vous êtes expert, conseiller en art. Vous avez passé par le musée de Jérusalem aussi. Vous avez participé aux acquisitions. C'est-à-dire j'ai aidé le musée de Jérusalem à constituer une collection. sa partie de collection d'art français émergent, des jeunes artistes français. Et alors, il y en a aussi ici à Tel Aviv. Il y en a, mais il y a moins d'acquisitions. C'est pas en termes d'acquisition. Ici, il y a des projets qui concernent des artistes français comme Loris Gréau pendant la saison croisée et bientôt Annette Messager. Enfin, dans un an et demi, Très grande une exposition. grande artiste française. Au musée de Jérusalem, ils ont accepté de faire ce choix, j'ai failli dire prendre ce risque, parce que c'est quand même c'est pas un risque en soi, mais c'est un risque sur le plan du marché, mais le musée étant déconnecté du marché, il est vrai que la scène française émergente, comme la scène israélienne d'ailleurs, est une scène très importante. Mais malheureusement, aujourd'hui, on va peut-être parler des collectionneurs, de la manière d'appréhender une collection. Aujourd'hui, les collectionneurs ont trop tendance à être focalisés sur la valeur des œuvres plus que sur leur intérêt. Ils spéculent, quoi. Non, on ne va pas dire ça, mais c'est vrai que l'argent... Ils l'utilisent comme un placement. L'argent, voilà, c'est ça. Comme exactement. plus qu'un amour, Malheureusement, un amour de l'œuvre. Or, les deux peuvent être faits conjointement et on peut en parler. Mais c'est un peu la critique qu'on fait souvent à l'art contemporain en se disant est-ce que c'est vraiment de l'art? Est-ce que c'est pas une manière juste de faire de l'argent? C'est pas grand-chose, cet art contemporain c'est bidon, etc. On reçoit souvent ces critiques-là sur l'art contemporain parce qu'il y a trop d'argent dedans. Ben oui, on va pour parler que d'un artiste que tout le monde maintenant connaît, c'est Jeff Koons avec ses grandes sculptures en aluminium. Alors est-ce que le chien par exemple, c'est de l'art? Bon, ça vaut facilement 5, 10, 20, 30, 50 millions. Il y a une œuvre qui est connue qui s'appelle le Rabbit de Jeff Koons qui est considérée comme un des chefs-d'œuvre du... Allez, on est au 21e siècle, mais elle a été créée pendant le 20e siècle, qui est estimée 100 millions de dollars. Donc voilà, François Pinault, on a fait l'acquisition déjà il y a plusieurs années, c'est une édition de 3. Est-ce que c'est de l'art? Oui, pour moi, oui. Maintenant... Oui, mais pour monsieur tout le monde. C'est vendu comme ça, en tout cas. Après, je pense qu'effectivement, la vraie différence entre l'art moderne qui nous entoure et l'art contemporain, c'est que l'art moderne, il y a cette notion d'esthétique qui persiste, du beau, de la couleur, de la forme. Oui, abstrait ou non abstrait d'ailleurs. Oui, Kandinsky, bien sûr, ça peut... abstrait ou non abstrait. Ouais. Mais les formes d'art contemporain plus modernes, plus récentes, comme la vidéo, le conceptuel, la performance. Quoi, ouais. Moi-même, j'ai dans ma collection une performance. Donc on s'est beaucoup moqué de moi quand j'ai acheté une performance il y a 13 ans. Mais en fait, il se trouvait que plusieurs années après, ce même artiste qui s'appelle Tino Segal a gagné le Lion d'Or de la Biennale de Venise. C'était la récompense suprême. Décrivez-nous la performance. Ouais, alors tous ceux, je peux, pas si je peux vous la faire, mais enfin, il faudrait que je ne suis pas dans les meilleures dispositions. Peut-être que je le ferai au cours de l'émission. Ah, parce que c'est physique, vous devez faire. Mais juste pour vous dire, en fait, c'est les nouveaux sujets qui traitent de l'art contemporain sont plus
je ne parle pas du marché, ce sont des sujets qui sont plus d'ordre intellectuel, plus cérébral. Donc cet artiste, Tino Segal, à un moment donné, s'est posé la question, mais regardez aujourd'hui, ces requêtes qui nous tombent dessus, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On ne regarde pas, on a notre iPhone, on a une alerte, et puis on a cette espèce de... Est-ce qu'on éprouve une fascination ou pas pour ce type d'image? C'est comme pour les images de la Shoah. Est-ce qu'il faut montrer des images ou il ne faut plus en montrer? C'est un vrai sujet philosophique du trop-plein d'images aussi. Par exemple, Tino Segal, lui, il dit il y a trop d'images dans le monde, les artistes créent trop d'images, à force de créer des images, il y a une espèce de banalisation. C'est comme la publicité. C'est pour ça qu'on a toujours, depuis le pop art et Andy Warhol, si vous regardez bien, on a toujours des décennies qui se succèdent comme ça. Andy Warhol, c'était la pub, c'était la com, c'était les icônes, c'était Marilyn. Ensuite, il y a eu un rejet de tout ça. On est passé à l'art minimal et conceptuel. C'était cérébral, il n'y avait rien à voir, il n'y avait pas d'émotion. On est revenu ensuite, on a eu les années 80 avec le graffiti. C'était de nouveau du visuel. Et je peux vous en passer comme ça, c'est régulier. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est Tino Segal, en fin de compte, il se dit « Ah non, mais moi, je veux plus d'images. Le monde est plein d'images, ça ne m'intéresse pas. » Donc c'est quoi sa performance? Il crée des performances, ça veut dire il vend aux collectionneurs ou au musée une œuvre qui consiste, où il vous fait transmettre un message qui peut vous paraître intéressant ou pas, mais c'est pas ça, c'est le concept de la transmission qui est intéressant. Immatériel, un objet, c'est immatériel. Ça devient de l'art immatériel, justement. Attendez, il vous a vendu le fait de vous dire un truc. Il m'a vendu un truc, oui, vous moquez. Ils ont bien vendu de l'air un jour. Vous avez acheté ça combien? Non, mais c'est parce que moi j'ai un truc à vous dire. J'arrête ou je continue? Voilà. Ouais. Alors, voilà, vraiment, j'appelle mon notaire parce qu'il dit, l'artiste, il donne comme condition, 1, on photographie pas l'œuvre. 2, tu n'as pas de certificat écrit. Bon, attends, il me prend vraiment pour un idiot, là. Donc je vais payer, j'ai rien, quoi. Mais c'est ce que disent les gens. Exceptionnel. Et la troisième chose, c'est que vous amenez des témoins. Tiens, ça nous fait parler, donc déjà, ça me parle. Il y a cet aspect qui nous rapproche. Deux témoins. En plus, ça vous a coûté un dîner, quoi. Vous avez invité des gens à bouffer le soir, c'est ça? C'est un peu ça. Il vient à la maison, je choisis une œuvre qui s'appelle This is Contemporary, non c'est pas ça, This is Technology, que je dois prononcer avec une voix de robot. Il vient à la maison, il m'apprend pendant toute une après-midi à le faire. Je choisis un notaire à qui je dois expliquer, qui doit valider l'achat d'une œuvre, mais oralement. Il me dit non mais moi je sais faire que des contrats. Écoute, c'est pas grave, t'es mon copain. Mais est-ce que l'argent était aussi virtuel ou est-ce que vous l'avez vraiment viré? L'argent n'était pas virtuel par contre. Là, l'argent, j'ai vraiment payé. Je pense qu'on est au cœur du sujet. Mais pire que ça, c'est que... Aujourd'hui, vous avez payé en bitcoin. J'ai dit à mon épouse, ben tiens, viens, je vais acheter une œuvre, ça va te faire rire. Alors, et en sortant, à la fin, il me dit, bon, on va faire la transaction, c'est, j'ai pas honte de le dire, c'est 9 000 €. Ah, bah ça va. Je sors, mon épouse me dit, mais dis-moi, ça va pas, non? T'as payé ça 9 000 €? Attendez, mais ça vaut combien aujourd'hui? C'est ça qui est drôle. C'est pas grave. Ça vaut combien aujourd'hui? Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est vrai que ça vaut un peu plus, mais il n'y a Il pas a de eu un marché. lion de... Vous pouvez pas la revendre Il n'y a pas de marché. Les musées les achètent à 100 ou 200 000 €. C'est pas l'idée. C'est qu'à ce moment-là, j'ai voulu participer avec cet artiste à un mouvement que je sentais nouveau dans l'histoire de l'art. Et il s'est avéré que j'avais raison, puisqu'il a été... Il vous a transmis un message. Il m'a transmis C'est ça, en fait, on veut être à l'origine. Je dirais mieux, le principe, c'est d'être à l'origine. L'avenir nous dira si ces formes d'art vont tenir ou pas. Mais c'est très juif quand vous regardez. C'est de la transmission orale, il y a des témoins qui regardent ça, puisqu'il n'y a pas de mariage. On est dans l'immatériel, on n'est plus... C'est vrai qu'on nous demande d'avoir un peu cette... Mais ça, c'est le rôle du collectionneur. C'est celui qui... On n'aurait pas eu des artistes comme ça si on n'avait pas des collectionneurs fous comme ça, qui sont capables de faire bouger des choses, d'acheter quelque chose de très très nouveau. Pour l'époque, tout ça, c'était nouveau. Et on a besoin de collectionneurs qui prennent des risques. Je ne vous cache pas que maintenant, je conseille des collections. Je ne suis pas encore arrivé à faire acheter à mes clients un Tino Segal. C'est-à-dire ils ont été loin dans la démarche, mais pas jusque-là. Mais on ne sait jamais. Très bien. François Pinault... Moi, j'aimerais bien faire une petite performance à 10 000. Johan, à la limite, ça vous touche tout ça. Hein. L'art. Ça me passionne. Je pourrais vous écouter pendant des heures. Vous voulez nous faire une petite chronique? Et oui, justement, j'ai essayé d'être aussi très ancré dans le lieu.
Et il n'y a pas mieux que ça, voilà. Donc on va parler de quand le 7e art dépeint le 3e art, c'est-à-dire la peinture. Donc il y a eu énormément de films sur la peinture, bien sûr, beaucoup de biopics. Picasso, incarné par Anthony Hopkins. On a eu Camille Claudel, Gauguin, Renoir, Basquiat, que vous aimez beaucoup, et Van Gogh, qui a fait l'objet même de plusieurs films, avec Jacques Dutronc, avec Willem Dafoe dernièrement. C'est un film que vous pouvez voir sur Netflix. Il y a même eu un film d'animation qui a été basé sur son style, sur le style de Van Gogh et sur ses toiles, sur ses œuvres. C'est un très beau film, et un film d'animation, un dessin animé. Et puis, il y a l'extraordinaire La vie passionnée de Vincent Van Gogh, qui est un de mes films préférés, avec l'immense Kirk Douglas, qui livre une prestation extraordinaire, un film de Vincent Minnelli, et qui montre vraiment, c'est-à-dire qu'on va pénétrer dans l'urgence de l'artiste, dans son besoin impérieux de dessiner, de peindre, et dans sa folie créatrice, quoi. Et donc c'est vraiment un film magnifique, je vous invite à revoir, c'est vraiment un très très beau film. Et puis je me suis dit, tiens, on est où ? Et puis on est juste... dans la salle devant le Klimt, le chef-d'œuvre. Voilà, un des chefs-d'œuvre de Gustav Klimt, ce qui m'a donné une occasion idéale de parler d'un très beau film qui s'appelle La femme au tableau, qui est sorti en 2015. Et qui est tiré d'une histoire vraie. La femme au tableau, ça retrace en fait le combat de Maria Altmann, qui est une juive américaine d'origine autrichienne, qui va donc mener un combat pour récupérer un tableau qui s'appelle le portrait d'Adèle Bloch-Bauer. Maria aussi, hein, cette fille s'appelle Maria également. Oui, celle-ci s'appelle Maria, mais on parle encore d'un autre tableau, c'est le portrait d'Adèle Bloch-Bauer, que vous connaissez forcément, vous le voyez d'ailleurs à l'image, qui est en fait, c'est la femme en or. Ça a été peint par Gustav Klimt. C'est un tableau qui est considéré comme la Joconde autrichienne pendant des années. Elle a été peinte à base notamment de feuilles d'or. Et c'est un portrait de la tante de cette Maria Altmann, portrait qui avait été offert par son oncle, payé par son oncle, qui est d'ailleurs, son oncle était un qui a beaucoup financé et soutenu Gustav Klimt à l'époque. Et donc ce portrait, ce fameux portrait qui est majestueux, qui est immense, qui a été confisqué par les nazis à la fin des années 30. Voilà. Et donc on a ce film qui nous raconte cette histoire de cette spoliation et de ce combat judiciaire. Mais c'est pas seulement un combat judiciaire, puisque on a de nombreux allers-retours dans le film entre le Los Angeles des années 2000 et l'Autriche des années 30-40. On jongle entre passé et présent, dans les souvenirs de Maria. On entrevoit même la création de l'œuvre. On perçoit il y a quelques images de Klimt en train de peindre son chef-d'œuvre avec ses feuilles d'or. Et puis, on a une reconstitution incroyable de l'Autriche, de Vienne, de ces années-là, avec des décors magnifiques, et puis l'atmosphère viennoise de la grande bourgeoisie juive qui, bien sûr, s'enchaîne avec les spoliations et les violences. Alors, le film, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'en utilisant cet argument du combat judiciaire, on va scruter aussi la volonté du gouvernement autrichien de ne pas vouloir lâcher ce qui était son trésor en fait, c'était vraiment son trésor national, et également de ne pas reconnaître son passé antisémite et nazi. Donc le film est vraiment, il y a une réalisation qui est un peu classique, mais c'est très classieux, le casting est super, et Hélène Mirren dans le rôle de Maria Altmann, et elle est formidable avec un tempérament de feu, et on la voit contrainte donc d'affronter ses souvenirs, et puis Ryan Reynolds, son avocat, qui est aussi très convaincant. Au départ, il est attiré un peu par l'appât du gain, c'est une œuvre qui était valorisée à 100 millions de dollars, qui a été vendue ensuite à 135 millions de dollars. Et puis finalement, lui aussi qui avait un passé, ses parents étaient aussi des immigrés de Hongrie, donc il avait un lien avec la Shoah. Et il a pris ce combat de manière très très personnelle. Et voilà, donc c'est un très beau film, instructif, très émouvant, où l'enjeu finalement n'est plus vraiment le tableau et sa valeur, mais plutôt la dignité, la justice et l'amendement. Voilà. Et on le voit où ? Alors, vous pouvez le voir sur les plateformes de VOD, il faut le louer ou l'acheter sur les plateformes, ou également en DVD ou en Blu-ray. Le tableau est visible à New York dans une célèbre galerie. Ouais. La suite, je ne sais pas si ça a été dit dans le film. Ça a été racheté par Ronald Lauder, qui a une fondation, et donc ce tableau est visible actuellement. C'est important ce que vous dites de parler de la spoliation, parce que en Israël, il y a eu une très grande expo sur les œuvres qui sont encore en dépôt au musée, et ça s'appelait Looted Art. Et en France, ce sont
ce qu'on appelle les MNR, c'est les musées nationaux en récupération. Il y a encore 2000 œuvres qui n'ont pas trouvé preneur. Et par chance, on a toujours eu dans les gouvernements une personne, un ministre, les ministres de la Culture en l'occurrence, qui ont considéré que c'était important de, malgré les années passées, l'absence des ayants droit, etc., de continuer à mettre une loi. Et bien, jusqu'à l'année dernière encore, il y a des œuvres qui sont restituées à des familles françaises. On estime à plus de 100 000 œuvres qui ont été spoliées par les nazis. Merci Yohann Halimi. Merci beaucoup. Avec plaisir. On change de sujet avec On va vous changer complètement de sujet. Complètement. Bah oui, parce qu'on est encore dans la période de l'Homère. Bah oui. Donc on va pas parler de musique, on va pas parler des concerts, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Alors on va parler donc Yohann, on a encore la barbe, on est encore dans l'Homère. Voilà, un peu plus longue cette fois-ci quand même. Donc on va parler simplement, on va évoquer un petit peu cette période de l'Homère et ce qui va arriver très prochainement, c'est-à-dire la fête de Shavuot. On va faire un petit parallèle avec donc l'Homère qui pour beaucoup est un symbole uniquement de deuil. C'est une période de deuil. C'est vrai qu'on a la barbe, puisqu'en fait c'est une période qui est marquée par, on a les signes du Havelut, une période de deuil. Mais en fait à l'origine c'est pas ça. Il faut savoir que la période du Homère, c'est une période à l'origine de joie, puisqu'en fait c'était un moment entre la sorte qui a été choisie à partir du 2e jour de la sortie d'Égypte jusqu'au don de la Torah, ça veut dire Shavuot, où l'homme va passer du stade animal, entre guillemets, au stade humain élevé, très élevé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rapproche de la nature. On part du Séhora c'est l'avoine, qui est lui la base. On coupait ce qu'on appelle le Kohen Gadol, ramassait donc l'Omer Atenoufa, ce qu'on appelle, c'est le mincha, c'est une dose, Omer c'est une dose de cette avoine qui était ramassée, qui était coupée à partir du 2e jour de Pessah. Et en fait, le symbole, on va le faire très rapide, ce symbole, c'est un aliment qui est un aliment de base, qui est normalement donné pour les animaux. Maintenant, on en mange aussi, nous, bien entendu, de nos jours, mais à l'époque, c'était surtout pour les animaux. Et en fait, pendant ces 50 jours où on va compter l'Omer, puisqu'on compte, c'est ce qu'on appelle la Sfirat Omer, où on compte l'Omer tous ces 50 jours, l'homme va essayer de monter des degrés pour arriver, depuis la sortie d'Égypte, pour arriver au don de la Torah, Matan Torah, qui est Shavuot. Donc on passe, et quand on coupait en fait, ça c'est au début du Aviv, au début du printemps, donc début du printemps c'est Pessah, et à partir de Shavuot, c'est le moment où on va seulement pouvoir couper le blé. Et le blé, c'est la céréale du riche, entre guillemets, de l'homme qui est déjà arrivé. Donc ça, c'est pour faire le parallèle. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que effectivement, c'est un décompte, le Homère, mais c'est un décompte croissant. Exactement. Et parce qu'on va comme vous disiez, de l'aspect animal au spirituel, c'est-à-dire qu'on monte vers le ciel. On monte des degrés. Normalement, on devrait décompter. Voilà. On monte des degrés pour arriver à se préparer psychologiquement et spirituellement à recevoir la Torah. Donc ça, c'est la partie joyeuse de l'histoire. Après, il y a eu des événements qui se sont passés. Bon, on sait très bien que donc il y a eu le jour du Lag Baomer. Lag Baomer, c'est quoi Lag ? En fait, c'est deux initiales, c'est 2 lettres, c'est Lamed Gimel. Donc le Lamed, c'est 30, et le Gimel, c'est 3, ça fait 33. Donc le Lag Baomer, c'est le 33e jour dans le Homer. Okay ? Donc ce Lag Baomer, c'est un jour qui est spécifique parce qu'il y a eu 2 événements principaux. Première chose, celle qui est la plus connue, bien entendu, c'était la disparition du grand Tana, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Tous les gens vont, bien entendu, faire la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai pour recevoir des brachot, ainsi de suite, parce que c'est un jour extraordinaire, et qui est disparu ce jour-là. Et puis, ce jour-là, il y a eu aussi un miracle, c'est 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui étaient en train de... C'était une épidémie, complètement. L'épidémie s'est arrêtée au jour du Lag Baomer. Donc, c'était la fin de cette épidémie, puisqu'il y a eu 24 000 qui sont partis. Alors, donc ces 2 jours-là nous amènent ensuite à continuer, à arriver jusqu'à être dans la fête. Alors, d'ailleurs, un symbole qu'on voit tous les ans en Israël, particulièrement en Israël, à Paris c'est pour une autre raison, mais en Israël on fait des Medourot. On allume des feux le jour du Lag Baomer. Alors pourquoi on allume des feux le jour du Lag Baomer ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent en fait pourquoi on allume des feux à Lag Baomer. Alors c'est très simple, parce que le jour du Lag Baomer, il s'est passé 2 événements importants. Au moment où Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé tous les secrets, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a révélé et il a écrit tous les secrets qui sont contenus
dans la Torah au travers du Zohar. Il a écrit le Zohar. Et quand il a révélé cette chose au monde, il était entouré d'une couronne de feu constante. Donc c'est pour se rappeler ce moment donné, et au moment où il est parti au ciel, il y a eu donc cette lumière très très forte dans le monde entier qui a rayonné sur toute la planète, on fait des médourotes. La deuxième chose, on dit que ce jour-là, il y a eu aussi un miracle qui s'est passé, c'est que pour permettre cette transmission à ses élèves, le soleil ne s'est pas couché. Donc la médoura, en fait la flamme, le feu de camp qu'on fait, c'est pour se rappeler que le soleil, même la nuit, il y avait la lumière. Donc ça ne s'est pas couché. Voilà, donc ça c'était pour un petit, un petit point sur l'Omer. Et donc on arrive à Shavuot, bien entendu. Donc Shavuot, rappelez-vous que Shavuot, ce n'est pas la fête du fromage. Du fromage, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bravo, tu me l'as. Bah oui, c'est exactement ça. Parce que c'est quelque chose. Voilà, parce que c'est devenu vraiment maintenant un phénomène de mode et un phénomène commercial. C'est Tnuva. J'ai rien contre Tnuva. J'adore les produits israéliens et tous les produits fromage. Mais c'est pas la fête du fromage, c'est la fête de la Torah. On reçoit la Torah ce jour-là. C'est les 10 commandements. En fait, c'est pour ça. Alors, non, on s'habille en blanc. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que il y a des simanim, mais il y a des simanim. C'est parce qu'en fait, quand on a reçu la Torah, alors on dit qu'ils n'avaient pas encore. Ils ont reçu toutes les lois dans le désert, et ils ont reçu la loi de la shrita, c'est-à-dire pour cachériser une viande et couper une viande qu'elle soit cachère. Donc ils ont mangé. C'est un minag. On a mangé du halavi. Donc à partir de là, ils ont gardé cette chose-là et c'est devenu une bonne affaire commerciale. Moi, je croyais que c'était pour tout faire, tout devait être blanc. Non, c'est une bonne affaire commerciale parce qu'on ne pouvait pas manger de viande à ce moment-là. Alors que de toutes les façons, d'un point de vue halachique, c'est une mitzvah de manger le soir une séouda, non pas halavi, comme souvent c'est le cas, mais de manger de la viande et du vin parce que c'est une halakha. Quand une fête, on mange une réjouissance, c'est Bassar Veyain. Et le lendemain matin, c'est Khalavi, c'est une bonne chose. Déjeuner, quoi. Donc en fait, c'est en un mot, faites la fête. Merci Youssef Marek, docteur Youssef Marek, merci beaucoup de nous rappeler tout ça, c'est intéressant effectivement. Je voudrais revenir quand même sur vous Philippe, il nous reste un tout petit peu de temps, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Moi j'ai adoré la petite explication de Youssef. Ah très bien. Merci. Moi c'était nul, hein. Moi c'était nul. Moi, non. Mais pourquoi vous demandez mon avis? Non, moi. Vous collectionnez un peu d'art ou pas? Moi, rien du tout. Même on m'a refilé une collection de timbres, j'ai pas su la gérer. Youssef? Oui. Collectionnez quoi? L'art dentaire. Les dentistes. Les dents de vos patients. Il faut savoir quand même que en France, je ne sais pas si Philippe se rappelle. C'est quand même sacré Philippe qui vient de révéler comme truc. Quand on est rentré à la fac, il a des dents de l'époque. C'est la définition à l'époque en France d'un dentiste, c'est praticien exerçant l'art dentaire. Ouais, c'est vrai. C'est toujours d'actualité. Moi, en tout cas, j'en parle comme ça. Voilà, praticien exerçant l'art dentaire, parce que c'est vrai que... Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été... Dentiste. Voilà. Aussi. Voilà. C'est pour ça que je... Jusqu'à mon alia... Audrey, vous avez faire quoi? Oui, moi je dis je collectionne qu'une seule chose, c'est mes bullet journal. Bullet journal qu'on connaît, vous avez fait ça déjà. Oui. Johan? J'ai collectionné plein de trucs quand j'étais petit. C'est parti des timbres aux pins jusqu'au maintenant les DVD, tu vois. Vous savez ce que c'est qu'un vrai collectionneur? Un collectionneur, c'est quelqu'un qui après justement celui qui lâche la collection à 13, 14 ans. C'est là qu'on voit le vrai collectionneur. Il lâche Tout le pas. monde est collectionneur à cet âge. On a tendance à être... Un enfant, c'est un collectionneur. Et après, il lâche. Mais il y a ceux qui fixent comme ça sur des trucs, genre les tortues. Les meilleurs clients. Ah bon? Mais oui, tout ce que je veux expliquer aux adultes, les enfants le comprennent facilement. Eh oui. J'ai eu une drôle d'expérience dans une école. On me demandait d'aller dans nos écoles juives à Paris, essayer d'expliquer aux enfants l'art contemporain. Si je te parle demain de l'urinoir de Marcel Duchamp, et que je t'explique qu'en 1914, Duchamp a créé un concept incroyable qui s'appelle le ready-made. Il a pris un urinoir, il l'a posé, il a dit « Je considère que c'est une œuvre d'art. » Rigolez, messieurs, dames. Non. Les enfants, ils ne rigolent pas. Ils appréhendent. Comme tout ce que disent les adultes, ils le prennent toujours au sérieux aussi. C'est difficile de remettre en question. C'est pour ça que peut-être aujourd'hui, ils adorent Jeff Koons, ils adorent des artistes, ce japonais Murakami, qui s'inspire de la culture manga et tant d'autres. Mais aussi cette transformation, ce ready-made qui était des pièces uniques comme ça, aujourd'hui, l'art, c'est plus du tout comme ça. On peut parler aussi de ces artistes qui... Tu en parlais dans une ancienne émission, je crois, sur cette difficulté des artistes à appréhender, à créer, à savoir si leur allait être apprécié. Aujourd'hui, on est dans un système d'entreprise qui a commencé avec ce qu'on appelle la factory d'Andy Warhol. Andy Warhol, qui est j'ai failli dire un artiste hors pair, parce que vous n'avez peut-être
pas être d'accord avec moi, mais oui, on considère dans le monde de l'art que si Picasso a dominé la première moitié du XXe siècle, Andy Warhol domine la deuxième. Et c'est vrai que l'histoire de l'art nous le démontre tous les jours. Oui. Et Andy Warhol, qui avait créé cette factory, cette espèce d'usine pour recevoir ses amis d'autres artistes, elle se perpétue aujourd'hui avec Jeff Koons. Oui, bien sûr, c'est des entrepreneurs maintenant. Des entrepreneurs. Dernier mot. Mais oui, il faudra quand même qu'on parle de tous ces gens qui collectionnent des objets d'un truc, genre les grenouilles, des gens qui fixent comme ça sur des objets chelous. J'ai fait un livre sur les collectionneurs de cochons, de petits cochons de porcelaine, et un livre ça sur les collectionneurs de robots, sur Amazon, de Pierre Cornet de Saint-Cyr, qui collectionne des robots. Ouais. Et c'est marrant. Non, mais... Enfin, bon, c'est une autre histoire. Les collectionneurs, ça mérite une émission à part entière. Moi, dans le Judaïka. Mais je me suis calmé depuis que je suis arrivé en Israël. Il n'y a pas de parking. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Le mot, c'est curiosité. En fait, ces collectionneurs de tous, c'est des gens extrêmement curieux et moi j'adore les gens curieux. Merci Philippe Cohen, c'était un plaisir. Merci Yona Halimi, merci Youssef Marek, Audrey Nataf. Et nous on se retrouve juste après la pub, on va recevoir Ruti Director, qui est la commissaire d'exposition ici en chef, chargée de l'art contemporain. Si vous aimez l'art contemporain ou que vous n'aimez pas l'art contemporain, restez avec nous après la pub. La banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Anatel, bonjour. Bonjour madame, excusez-moi, c'est quoi exactement alors c'est des beignets parce que là... Ok, alors il va vous falloir 500 g de farine. Anatel, éternellement à votre écoute. C'est ça, notre recette. Anatel, téléphonie fixe, mobile, télévision, internet et solutions professionnelles. Les Français en Israël ? Il est toujours possible de comprendre ce qu'il se passe en Israël sans pourtant connaître l'hébreu. Un falafel, c'est un falafel. Du houmous, c'est du houmous. Un taxi, c'est un taxi. Des matkot, c'est des matkot. Sababa, c'est sababa. Mais quand il s'agit de comprendre sa banque en Israël, c'est une autre affaire. Nous, à la Banque Discount, on vous comprend. C'est pour cela que la Banque Discount vous propose des succursales avec des banquiers francophones qui vous aideront dans toutes vos démarches bancaires. La Banque Discount, une banque à votre écoute. A plus, A plus, A plus, A plus, publicité. Avec la carte de crédit Discount, stationnez gratuitement dans certains parkings Central Park. De retour dans Bienvenue chez vous pour la suite de cette émission où on est ravis d'être au musée d'art de Tel Aviv. C'est vraiment un honneur pour nous d'être ici. Bienvenue chez vous et voilà, j'ai aussi un honneur d'accueillir Irit Rapaport. Vous revenez sur ce plateau-là. Vous êtes président des Amis du musée de Tel Aviv. Vous connaissez bien ce musée. Et puis, qui vous a rejoint aujourd'hui? Alors là, on a de la chance d'avoir Ruti Director. En plus, double chance, qui va quand même faire l'effort de parler en français, parce que vous êtes israélienne. Oui. Hein, et alors, pourquoi l'honneur? C'est parce que quand même, vous êtes la commissaire de l'art contemporain ici. Vous êtes, on appelle ça curatrice, curator aussi. C'est quelqu'un qui est responsable, en fait, c'est une personne qui est responsable de tout l'art contemporain ici. D'organiser l'exposition. D'organiser des expositions. Vous êtes permanente ici au musée, oui. Au musée d'art, et donc vous avez... Il y a un pouvoir important ici pour quelqu'un comme vous, celui de choisir ce qui rentre ou pas en art de son temps, l'art de notre temps. Oui, mais vous savez qu'on dit que l'art contemporain, il s'agit des artistes qui travaillent, qui vivent et travaillent aujourd'hui. Mais je crois que la contemporanéité, ce n'est pas seulement les artistes qui vivent et travaillent aujourd'hui, c'est aussi la pensée contemporaine. Oui. C'est-à-dire les façons de réfléchir sur l'art du point de vue actuel, même sur de l'art de passé. Alors Ruti, je voulais savoir, qu'est-ce qui fait qu'on est un vrai artiste d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on est un artiste qui peut être institutionnel, comme on dit, rentrer dans un musée, et à la différence d'un artiste qui sera juste pas dans un musée? C'est quoi la différence? C'est très compliqué de dire, il n'y a pas une définition qu'on peut dire, cet artiste Jean devait être dans les galeries, cet artiste peut être dans le musée, parce que le musée,
qui s'occupent d'art contemporain et veulent vraiment de voir des artistes jeunes d'art contemporain. Et tous les artistes travaillent aujourd'hui de plusieurs médiums, les vidéos, les performances, les peintures, les sculptures. Et ce n'est pas... c'est très rare de trouver un artiste qui est seulement un peintre ou seulement en sculpture. La plupart des artistes travaillent avec beaucoup de médiums. Je crois que ça caractérise la plupart des artistes contemporains. Irit, aujourd'hui, le musée d'art est considéré comme dans un bon niveau en art contemporain. Parce que, et j'ai oublié de dire qu'il y a les artistes israéliens, il y a une aile entière sur les artistes israéliens que vous avez ouverte, qui est juste là, oui, effectivement. Je ne suis pas encore fidèle. Pas seulement une aile, c'est vrai que je crois, et Ruti me corrigera si je me trompe, mais je ne pense pas, que le musée d'art de Tel Aviv a, je crois, la plus grande collection d'art israélien au monde. C'est ça. Oui. Et qui commence en 1900 et... 32. 1900. Non, mais les peintres eux-mêmes sont là depuis avant. Le musée commence en 1932, ça on l'a déjà dit. Mais les artistes exposés commencent en 1900, donc c'est un peu les artistes juifs de l'époque. Et ça va jusqu'aux artistes hyper contemporains. Donc ça c'est l'aile, c'est pas une aile en fait, c'est le nouveau bâtiment. C'est le nouveau bâtiment qu'on appelle le Paul and Herta Amir Building, qu'on a inauguré en 2011. Et qui est en fait une œuvre d'art architecturale. Et ça, il faut le dire aussi, notre nouvelle directrice qui est Tania, et je suis complètement d'accord avec elle, elle pense que l'architecture a une très grande place dans le musée. Et si on regarde un peu, que ce soit Helena Rubinstein, que ce soit ce building-là qui va être réinauguré dans l'innovation, dans ses transformations au mois de juin, et le nouveau building, on prouve bien que l'architecture, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important dans un musée. Oui, vous vous sentez bien dans ce nouveau musée? Vous vous sentez bien? Oui, bien sûr. Ça accueille parfaitement les œuvres. Parlons des collections. Alors, la collection a commencé, en effet, en 1931, quand Chagall a donné un cadeau au maire Dizengoff. C'était avant que le musée a été inauguré, mais il a donné un cadeau à maire Dizengoff, un peinture qui est toujours dans notre musée, et cette peinture a le numéro 1 dans les collections du musée, jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis ça, parce que Tel Aviv était le centre de la vie artistique en Israël, des années 1920, alors toutes les expositions les plus importantes étaient dans le musée de Tel Aviv. L'exposition des groupes et l'exposition personnelle des artistes qu'on peut dire ce sont les pères fondateurs de l'art local. Alors le musée est vraiment une part de l'histoire de l'art local, une part très importante de l'histoire de l'art israélien. L'histoire continue avec l'art contemporain. Et les artistes israéliens d'aujourd'hui, ils sont bien classés, les artistes israéliens d'aujourd'hui? Oui, même à l'étranger. Oui, aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Les artistes viennent et reviennent, et ils habitent ici, ils habitent aussi dans Londres, au New York, au Berlin. C'est la situation nomade. Et il y a beaucoup d'artistes israéliens qui ont des succès à l'étranger, et ils sont très connus. Il faut se dire aussi que là, on est vraiment dans l'antre de l'art moderne, on va appeler ça, parce que c'est pas l'art contemporain vraiment, mais l'art moderne, international, avec une collection exceptionnelle qui nous a été offerte il y a des années par la famille Misna, Leventhal, mais qu'effectivement, ce musée, il a beaucoup de chances d'avoir des expositions d'art israélien, et notamment en ce moment, il y en a 3, qui sont d'ailleurs les résultats de prix que donnent certains donateurs chaque année. Il y a une exposition d'art figuratif, les 10 ans d'un prix d'art figuratif, je ne sais pas, peut-être tu vas vouloir dire quelques mots là-dessus, qui est absolument exceptionnel, c'est le prix Dubichif, et j'encourage les gens vivement à venir la visiter. Et puis il y a 2 autres expositions qui sont par hasard le prix Rapaport, mais enfin, it just so happened. Et l'une qui est d'un jeune artiste qui s'appelle Gili Effman, et une qui est d'un artiste très établi qui s'appelle Itzik Golombek. Et ça, c'est vraiment ce qui est extraordinaire dans ce musée, c'est le mélange, je pense, et l'harmonie entre l'art israélien contemporain de jeunes artistes,
l'art israélien moderne d'artistes plus accomplis. Je ne sais pas si tu penses que Itzi Golombek, c'est pas contemporain, mais il vit, donc il est peut-être contemporain quand même. Et l'exposition de l'art figuratif, qui est 10 ans d'art figuratif assez extraordinaire, je veux dire. Ouais. Comment, merci Rita, comment travaillez-vous le métier de curateur, comment ça se passe On doit voir. C'est votre goût personnel à vous? Oui. C'est vous qui décidez Oui, avec les autres. Oui, il y a un comité, il y a un chef, un commissaire de chef du musée. Mais on doit voir beaucoup d'art. Dans le monde entier? Oui, oui. On doit savoir comment choisir parce qu'il y a beaucoup des artistes. Il y a beaucoup. Oui, on ne parle pas des œuvres israéliennes. Pour l'instant, on parle de tout artiste français ou autre. Hein, oui. Que vous amenez ici dans ce musée. Hein, il y a oui, et par exemple, Rita parlait des artistes israéliens, mais en ce moment-là, il y a au musée des artistes internationaux. Et un, c'est Hiroshi Sugimoto, qui est un photographe japonais très connu, très célèbre, qui est considéré comme une classique d'art contemporain. Et l'autre, c'est un jeune artiste français, Loris Gréau, qui a créé une exposition qui est conçue spécialement pour les espaces du musée. Et il travaille avec l'installation, avec les vidéos, avec son, avec fumée. Alors, il est un très bon exemple d'artiste contemporain. Mais le plan d'activité et d'exposition est vraiment très diversifié. C'est facile de faire venir des artistes internationaux ici en Israël, à Tel Aviv? Oui. C'est de plus en plus simple? C'est plus au plus, oui. Ouais. Quelle est la prochaine? Alors, on en a parlé une fois, on a dévoilé, mais Annette Messager, évidemment, l'année prochaine? Mais avant, il y en a d'autres. Avant, il y en a d'autres. Une exposition cet été qui va être extraordinaire. Laquelle? Oui, j'espère. Alors, et le 1er août, je vais ouvrir une exposition qui s'appelle Nouvel Âge, New Age, du spirituel dans l'art. Du spirituel dans l'art, c'est une citation du nom des livres de Kandinsky de 1912. Alors, les deux termes, j'ai mis les deux termes ensemble, Nouveau Âge et du spirituel de l'art. Et c'est un bon exemple comment on combine ensemble des artistes contemporains et des artistes qui sont déjà morts. Parce que c'est une exposition de groupe avec 8 artistes. Des artistes sont des femmes nées au XVIIIe siècle qui vivaient et travaillaient dans la première moitié de la XXe siècle. Alors, par la définition des artistes contemporains, elles ne sont pas des artistes contemporains. Elles étaient des artistes spiritualistes qui se considéraient comme médiums. Et elles croyaient, chacune séparément, ils ne connaissaient pas, ils croyaient que quand elles créaient, ils sont guidés par des êtres supérieurs. Alors, le XXe siècle, rationnel et moderniste, ne pouvait contenir de tels artistes. Mais le XXIe siècle les accepte. Oui, complètement. Alors, on va, vous voyez ici, Hilma af Klint de Suède et Emma Kunst de Suisse. Et c'est très... Et même le thème est extrêmement actuel, évidemment, de mêler la spiritualité et l'art. C'est vrai que c'est un coup de bol extraordinaire parce que Hilma af Klint. Klimt, pas Klimt. Et non pas Klimt. Pas du tout. Pas Klimt. Klimt, faites attention. Vient d'avoir une des expositions les plus exceptionnelles que je n'ai jamais vues au Guggenheim. Et en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est la première exposition qui ait jamais été montrée de cet artiste. A été au Guggenheim. Et la prochaine, elle sera ici. Donc, en parlant de comment, enfin de qui, de quand et de comment faire venir des artistes ici, je pense que Ruti est pour beaucoup. Et ça va être extraordinaire. Vraiment. Et on a parlé de Kandinsky qui est juste ici. Oui. Juste là. Oui. C'est là, sera une rapport, oui, entre les espaces de musée. Alors, un petit peu alors, vous connaissez évidemment cette partie du musée aussi. Quels sont les bijoux du musée? On n'en a pas parlé encore. Les grandes œuvres ici de ce musée qu'on peut venir voir pour les téléspectateurs. Je crois que nous sommes ici de mieux dans un bijou. Le Klimt est un bijou. Oui, oui. Mais il y a des Picasso merveilleux,
Et il y a Archipenko, bien sûr, de sculptures d'Archipenko, que le musée de Tel Aviv a une des collections les plus importantes d'Archipenko. Quoi aussi On a vu... Un peu de tout, il y a du Modigliani. Un petit Max Ernst que j'adore. Tout petit, mais très merveilleux. Il y a des Magritte. Des Magritte. Elle est vraiment, il y a tellement de choix dans cette... Et pour les enfants, les étudiants locaux, c'est génial. C'est très important parce que c'est le lieu où ils peuvent étudier l'histoire d'art. Il y a beaucoup d'activités d'ailleurs pour les enfants ici. Beaucoup. Mais l'été, les vacances. Encore un dernier mot peut-être sur le... Toujours compliqué. Alors, j'ai suivi beaucoup, moi, la contre-main, ça fait partie même de mes études. Pour moi, je suis très ému d'être là, ici, à faire une émission de télévision, alors que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais je sais que en faisant des émissions de télévision sur l'art contemporain, ça ne fonctionne jamais toujours en France. Dans le monde entier, une émission d'art contemporain, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que l'art contemporain, on dit toujours l'art contemporain. D'ailleurs, c'est une phrase où on se dit, mais finalement, c'est compliqué à faire entrer chez les gens, les faire venir dans une expo d'art contemporain. Je ne parle pas de celle-ci, mais celle de l'autre partie du musée. Comment faire venir les gens vers l'art de leur temps, les amener à vraiment faire le pas, parce que c'est pas toujours simple. Oui. C'est compliqué, quelquefois. C'est compliqué, mais en même temps, c'est très... challenging, ouais. Oui, challenging. Et il y a des textes. On essaye que les textes seraient très simples et très clairs. Et on fait beaucoup de guides Alors, les gens peuvent graduellement être habitués à l'art contemporain. C'est un processus. Ouais. Oui. On prend les prendre par la main et les accompagner. Oui, oui. Ils aiment ça. Le public aime être guidé dans les expositions. Et je crois que c'est la meilleure manière de venir. De toute façon, si on n'a pas une culture de départ, il vaut mieux effectivement être guidé. Il y a quelque chose ici particulier par rapport à ça. Hein. C'est très facile, on a l'impression d'être très libre d'aller les visiter. Il y a un truc très cool, pas du tout retenu comme dans les autres musées, et pourtant il y a des œuvres incroyables. Il y a un truc très accessible ici. Et après, je ne sais pas, Ruth, ce que tu en penses, mais après, je pense, moi je me souviens, mon grand-père nous emmenait écouter de la musique de Stravinsky, de César Franck, enfin les trucs, ou encore aujourd'hui j'ai de la peine, en nous disant l'oreille va finir par s'habituer. L'oreille s'habitue. Est-ce que l'œil s'habitue aussi ? Oui, oui, je crois. Oui. Il faut venir et revenir. Voir, et à la fin, et on change, nous, donc on a notre approche aussi. Bon, après, il y a les couleurs, après, il y a ce qui nous touche le plus. Mais c'est bien aussi d'aller étudier, c'est bien aussi de prendre. Et c'est un rôle du musée, d'éduquer le public. Oui. Alors voilà, le public est là, juste là, public francophone, qui est derrière la caméra. On l'invite vraiment à venir voir cette partie du musée, mais aussi l'autre partie qui est là-bas, avec plus d'artistes israéliens notamment, découvrir les artistes israéliens contemporains. Merci beaucoup, Ruti, directeur, d'être venu. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de parler en français. Vous avez un très bon français. Ah, merci. Franchement. Irit Rapaport, peut-être un dernier mot ? Oui, un dernier mot, c'est-à-dire que nous avons depuis maintenant quelques années des velléités évidemment d'attirer le maximum de Français. Je sais qu'il y a beaucoup de Français maintenant qui sont arrivés en Israël. Et il y a un programme qui s'appelle le CAFIM, qui est le club d'amateurs d'art français en Israël, qui se réunit à peu près une fois par mois et qui organise des visites en français. Donc le CAFIM, je vous invite tous à vous intéresser et à vous informer auprès du musée de Tel Aviv. Voilà, et je pense que ce serait un bon moment pour tout le monde pour rencontrer le musée si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Merci beaucoup, Irit Rapaport. Je rappelle que vous êtes présidente du musée des Amis du musée de Tel Aviv. Merci aussi à Tania Cohen-Ouzieli, la directrice du musée, nous avons accordé exceptionnellement le privilège d'être ici au milieu des œuvres. Je crois que c'est une vraie première. Voilà, merci encore donc à tous les techniciens que je vois ici, Jo Lévy, à Z-Prod. On a évidemment Liron Chemouni de Anatel, David Sidbon, directeur artistique, Lionel Bodbol pour m'avoir accompagné aussi sur ce projet-là, et évidemment vous, chers téléspectateurs, merci. On vous dit encore, venez ici dans ce musée de Tel Aviv, il y a plein de choses à voir et vous allez en prendre du plaisir comme nous. Bienvenue au musée de Tel Aviv. À bientôt, au revoir.
La banque Discount s'adapte à vos besoins dans votre langue. A plus, A plus, A plus, A plus.